Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde des marchés qu'on appelle futurs en trading. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages et les inconvénients du trading sur futurs? Nous verrons aussi les différents types d'ordres qu'il existe, comme par exemple le buy limit ou le sell stop. Des noms qui peuvent paraître compliqués et que nous allons donc expliciter en détail. C'est parti pour cette vidéo sur le monde particulièrement intéressant des marchés futurs, mais juste avant de commencer, jingle! Commençons par la définition d'un marché futur. Quand on dit marché futur, ce n'est pas pour parler d'un marché qu'on aura dans un avenir proche. En fait, le terme de futur est une catégorie de marchés financiers. Pour comparer, nous avons les marchés obligataires, les marchés des options, les marchés CFD, donc aussi les marchés futurs, etc. Un marché futur, c'est quoi? C'est un marché où l'on achète et on vend des contrats à terme, qui sont des accords pour acheter ou vendre un actif, donc que ce soit des matières premières, des indices, des devises par exemple, et on le fait à une date future déterminée, à un prix fixé à l'avance. Et c'est pour ça qu'on parle de marché futur, parce que le prix et l'échéance sont déjà fixés à l'avance. Quand on spécule sur un marché futur, on spécule donc par rapport au prix et à l'échéance à venir du contrat en question. Et c'est là que c'est assez flou pour beaucoup d'entre vous, alors laissez-moi vous donner un exemple concret. Disons qu'on a un actif qui cote à 50 $, et cet actif a une échéance qui est à 3 mois. Un trader qui achète cet actif ici spécule sur le fait que dans 3 mois, donc disons ici, la valeur réelle de cet actif sera supérieure à 50 $. Donc si cet actif qu'il a acheté 50 $ à cet instant cote à 75 $ 3 mois après, il va donc revendre son actif qu'il a acheté 50 $ et il va gagner la différence avec les 75 $. Il aura donc gagné la différence de 25 $. Par contre, si l'actif qu'il a acheté 50 $ finalement après 3 mois cote à 40 $, eh bien il aura perdu de l'argent. Donc à l'instant T, on achète un actif qui a un prix estimé, donc ici à 50 $ par exemple, dans 3 mois. Donc au moment de l'échéance du contrat, donc ici à plus 3 mois, le contrat doit être revendu, mais entre-temps, les traders spéculent sur le fait que la valeur réelle de l'actif sera plus élevée ou plus faible. Il faut aussi savoir que lorsqu'on trade les futurs, on va donc trader des contrats et pas simplement des actifs. En fait, un actif peut avoir différents contrats. Par exemple, le Dow Jones peut avoir un contrat où l'échéance arrive dans 3 mois et un autre contrat où l'échéance arrivera dans un mois. Le contrat est donc principalement conditionné par la date d'échéance. Et un contrat, c'est comme un accord qu'on a signé à l'avance, où l'acheteur du contrat s'engage à l'acheter justement à cette date d'échéance et le vendeur s'engage donc à vendre le contrat à cette date. Mais pour mieux comprendre cette histoire de marché futur, je vous propose de remonter le temps pour savoir comment sont apparus ces marchés. Au 19e siècle, l'agriculture américaine est en pleine expansion. Le blé et le maïs représentent une énorme part de cette agriculture. Mais les agriculteurs pouvaient subir de fortes fluctuations du prix et en face, les acheteurs voulaient absolument être livrés en fonction d'un prix stable. Donc l'idée, c'était de garantir un prix à l'acheteur qui n'avait plus à se soucier de ce qui pouvait se passer entre-temps, car au moins il savait à quel prix il allait acheter son produit et ça lui permettait de mieux s'organiser au lieu de faire en fonction d'un prix qui fluctue jour après jour. Un accord a donc été trouvé. Les agriculteurs pouvaient y vendre à l'avance leur production avant même la récolte et les acheteurs pouvaient sécuriser leur approvisionnement. Tout le monde y trouvait finalement son compte dans l'histoire. Les agriculteurs, eux, pouvaient garantir un prix minimum avant la récolte. Les acheteurs, quant à eux, pouvaient ainsi stabiliser leur coût d'approvisionnement. Mais il y avait aussi les spéculateurs qui pouvaient en tirer profit, car ils pouvaient ainsi profiter de la variation de prix. Donc pour résumer la situation concernant les spéculateurs, un nouveau marché est né, le marché des contrats futurs, et les spéculateurs sont venus s'immiscer dessus pour en tirer profit. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui et tous ceux qui tradent les futurs font partie de ces spéculateurs qui en profitent. On va parler plus en détail de tout ce qui est trading sur futurs tout à l'heure, mais vous devez déjà savoir que lorsque vous tradez sur votre ordinateur un contrat futur, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 mois. Aujourd'hui, on peut trader du futur et clôturer la position quelques secondes après. Donc je pense que vous comprenez mieux pourquoi on peut trader les marchés futurs maintenant que vous connaissez l'histoire de la création de ces marchés futurs. Et pour terminer cette partie d'histoire, grâce à ces contrats futurs, c'est ainsi que le CBOT est né, le Chicago Board of Trade qui a été créé en 1848, la première place boursière américaine pour les contrats futurs concernant le commerce de céréales. À présent, pour mieux saisir cette notion de contrat et d'échéance, on peut aborder un événement pas si lointain qui a plongé le monde du pétrole dans
une forme de chaos. Le Covid, qui est devenu une pandémie en 2020. Les pays ferment alors leurs frontières et donc le transport est extrêmement paralysé. Plus personne n'utilise de pétrole pour se déplacer. On a donc en quelques jours seulement une offre de pétrole élevée pour une demande qui est quasiment descendue à zéro. Sur les marchés futurs, à ce moment-là, les acheteurs de barils, y compris les spéculateurs, détenaient des contrats de pétrole, que ce soit du Brent ou du WTI, le WTI étant le pétrole américain. Mais l'échéance de ces contrats arrivait à grands pas. Et puisqu'à ce moment-là, il n'y avait plus de demande, ils ne pouvaient pas revendre ces contrats de barils de pétrole, car personne les achetait. Lorsqu'on a un contrat à terme et que l'échéance arrive, si on n'a pas pensé à clôturer ou à revendre ces contrats, eh bien on se fait livrer. Là par exemple, pour le baril de pétrole, si on n'avait pas revendu à la date d'échéance, le baril qu'on avait acheté était livré chez nous. Et c'est là que tout a déconné sur le prix du WTI, mais plus généralement du pétrole dans le monde. Le prix du WTI était en négatif. Il cotait à moins 37 $ le baril. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ceux qui se retrouvaient avec ces contrats qu'ils n'avaient pas pu revendre proposaient en fait de donner de l'argent, donc 37 $ par baril, à tous ceux qui voulaient bien l'acheter. On vous donnait de l'argent parce que vous vouliez acheter du pétrole. Ils ont fait ça tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure nécessaire pour stocker tous ces barils qu'ils avaient achetés. C'est une situation inédite, mais c'est aussi une situation qui a montré les limites des marchés sur les contrats à terme. Pour revenir sur ce que je disais, si vous achetez un contrat sur le pétrole, ou le sucre, ou le blé, etc., et que vous oubliez de vendre votre contrat, ou bien que vous oubliez de rouler votre position. Rouler une position, c'est revendre votre contrat et acheter le contrat avec une nouvelle échéance. Vous êtes théoriquement bon pour être livré chez vous. Mais aujourd'hui, avec les logiciels et algorithmes que les plateformes de trading proposent, ce n'est plus quelque chose qui arrive puisque tout est virtuel. Donc pas de panique, vous n'aurez pas besoin de stocker du maïs ou du pétrole dans votre cave. Entre-temps, le contrat futur s'est étendu à bien plus que des céréales et des matières premières. Aujourd'hui, il existe aussi sur les indices boursiers, les actions, le forex, etc. Nous allons donc à présent rentrer dans les détails des marchés futurs concernant ces classes d'actifs et on va surtout parler des indices boursiers car c'est là où vous avez le plus de questions. Comme je le disais tout à l'heure, un seul actif peut avoir différents contrats. Prenons l'exemple du Nasdaq. Il y en a deux principaux qu'on peut trader aujourd'hui sur les plateformes de trading futurs. Il y a le Nasdaq Mini qui s'appelle officiellement le E-mini et il y a le Nasdaq Micro qui s'appelle officiellement le Micro E-mini. À échéance égale, le Nasdaq Mini est un contrat qui coûte 20 $ du point, soit 5 $ du tick, un point étant composé de 4 ticks sur les indices. Son ticker est NQ, le ticker étant le nom de l'actif boursier. Quant au Nasdaq Micro, il coûte moins cher car il est à 2 $ du point, soit 50 centimes du tick. Son ticker est MNQ. Il y a donc un ratio de 10 entre les deux contrats. 20 $ du point pour le mini et 2 $ du point pour le micro. Ces contrats qu'on peut trader sur les plateformes de trading futurs sont généralement des contrats trimestriels, donc il y en a 4 par an. Ça veut dire qu'à chacun des 4 trimestres, il y aura une lettre après le Q. En fait, ce changement de lettre en fonction du contrat trimestriel, ce sera pour différencier justement ces contrats et la date d'échéance. Par exemple, le NQM 2025, c'est donc le Nasdaq Mini trimestriel qui se clôturera en juin de l'année 2025. Si vous voulez toutes les informations sur chacun des actifs futurs, vous pouvez vous rendre sur le site du CME. Nous avons mis le lien de ce site directement sur notre serveur Discord et si vous voulez savoir comment l'utiliser, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Une note concernant le NQ1 point d'exclamation, car il y a beaucoup d'incompréhensions concernant ce contrat. En fait, le NQ1 point d'exclamation, c'est un conglomérat de tous les contrats passés. Il prend en compte le prix du contrat actuel, mais aussi le prix des contrats passés. C'est ce qui explique que le NQ1 point d'exclamation n'aura pas le même prix que le Nasdaq Mini ou le Nasdaq Micro. On ne peut pas trader le NQ1 point d'exclamation, c'est juste un graphique TradingView. Chez Vision, nous nous en servons pour l'analyse tout simplement. Les indices futurs sont très connus car les échéances sont tous les mois ou tous les 4 mois. Et il y a des journées dans l'année où plusieurs types de marchés arrivent à échéance, ce qu'on appelle le rollover. Et pendant ces journées bien précises, il y a souvent de fortes volatilités sur les marchés. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais c'est ce qu'on appelle la journée des 4 sorcières. En mars, en juin, en septembre et en décembre, il y a 4 types de marchés qui arrivent à échéance le même jour. Ce sont les options sur actions, les options sur indice, les contrats
contrats futurs sur indice et les contrats futurs sur action. C'est là où les traders roulent leur position pour être positionnés sur le prochain contrat. Donc ils doivent clôturer le contrat actuel. Et cela génère de fortes perturbations sur le prix des actifs. Ces gros mouvements sont parfois tellement violents qu'on a l'impression qu'un sort a été jeté au marché. C'est pourquoi on parle des 4 sorcières, car il se passe quelque chose sur ces 4 types de marchés 4 jours par an. Il y a aussi la journée des 3 sorcières, mais je vous laisserai venir consulter notre Discord pour en apprendre plus. Nous avons déjà parlé de plusieurs choses qui font partie de la culture boursière. À présent, parlons rapidement des différentes places boursières et vous allez voir que ça va être rapide. Nous n'estimons pas qu'il est important de rentrer dans les détails, car tout est virtuel et délocalisé aujourd'hui. Les principales places boursières aujourd'hui sont le CME aux États-Unis et l'Eurex en Europe. On vous laissera chercher sur internet de votre côté si vous voulez connaître l'histoire. Mais pour expliquer pourquoi ce n'est pas très important aujourd'hui, en fait, il faut savoir que oui, à l'époque, il y avait des places boursières où les transactions se faisaient à la criée. On hurlait le prix qu'on voulait donner à un actif qu'on nous proposait. Mais aujourd'hui, tout est dématérialisé et tout se passe par des serveurs. La situation est tellement devenue ironique que si on prend l'exemple de la bourse française, il n'y a plus rien au Palais Brongniart à Paris, qu'on vous invite à aller visiter si vous en avez l'occasion. Mais aujourd'hui, la bourse se passe sur des serveurs. Et la France ne fait pas exception. Sauf que les serveurs, vous savez où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ne sont pas au Palais Brongniart. En fait, ils sont même pas en France. Ils sont à Bergame. Oui, les serveurs de la bourse française sont en Italie. Vous comprenez mieux pourquoi on estime que ce n'est pas intéressant de rentrer dans les détails des places boursières aujourd'hui. Concernant la différence entre les marchés futurs et les marchés CFD, nous avions prévu de l'aborder dans cette vidéo, mais afin d'éviter d'en faire une vidéo trop longue, car il y a beaucoup de choses à dire sur le CFD, nous le ferons dans une vidéo dédiée plus tard, au même titre qu'une vidéo dédiée à tout ce qui est trading sur PropFirm, que ce soit PropFirm Future ou PropFirm CFD, sera prochainement publiée. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper tout ça. Nous allons donc aborder les différents types d'ordres en trading futur. On sait que beaucoup d'entre vous ne les comprennent pas et c'est ce qui vous freine à l'idée d'aborder les marchés futurs. Avec cette vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux et donc vous aurez moins peur de vous rapprocher de ce type de marché. Ce qu'il faut bien comprendre avec ces différents types d'ordres sur futur, c'est que vous pouvez trader à la hausse ou à la baisse. J'insiste sur le ou car on ne peut pas trader à la hausse et à la baisse en même temps. C'est sur les CFD qu'on peut trader dans les deux sens à la fois, mais pas sur les futurs. Si vous achetez un contrat et que tout à coup vous voulez shorter un contrat, vous allez donc vendre un contrat. Mais en faisant ça, vous allez clôturer le contrat acheteur. Vous vous retrouverez ainsi sans position. Vous serez donc flat, mais en aucun cas vous n'aurez une position à l'achat et une autre à la vente. Si vous achetez 2 contrats et que vous vendez un contrat, vous serez toujours à l'achat, mais avec un seul contrat. Si vous achetez un contrat et que vous vendez 2 contrats, vous serez alors short sur un contrat. Bien, maintenant que ça c'est clair, regardons les 3 types d'ordres en détail. Nous avons le market order, le limit order et le stop order. Commençons par le market order. Le market order, donc ordre au marché en anglais, c'est le fait d'exécuter votre trade immédiatement. Lorsque vous cliquez sur acheter un contrat ou vendre un contrat, votre prix du contrat est celui du prix au moment où vous cliquez. C'est un ordre direct. Le limit order, donc l'ordre de limite en anglais, c'est le fait d'exécuter le prix avec une condition, celle où le prix doit atteindre un niveau spécifique. Je m'explique. Voici une évolution schématique du prix où on en est là actuellement. Pour le limit order, vous avez soit le buy limit, soit le sell limit. Pour un buy limit, vous allez acheter en dessous du prix actuel. Ça veut dire que le prix va devoir descendre et lorsqu'il tapera votre niveau de buy limit, c'est là que votre contrat acheteur sera activé et que vous serez positionné donc à l'achat. Si ce niveau de buy limit n'est pas cherché et que le prix continue par exemple sa hausse, cet ordre restera un ordre limite. Si vous mettez un sell limit, donc un ordre limite de vente, c'est pour shorter au-dessus du prix actuel. Donc il faudra que le prix monte, chercher votre niveau de sell limit et à ce moment-là, vous serez donc positionné à la vente. Donc dans ce cas-là, il faudra que le prix monte davantage pour déclencher votre ordre limite. Si le prix part plutôt à la baisse, votre ordre limite ne sera pas activé. Concernant l'ordre limite, c'est impossible de mettre un buy limit au-dessus du prix actuel et c'est impossible de mettre un sell limit en dessous du prix actuel. Vous pourrez essayer de votre côté, vous verrez qu'il y a échec de l'ordre. Et nous avons donc le stop order, donc un ordre stop en anglais, et celui-là il faut bien écouter pour comprendre. C'est un ordre conditionnel qui devient un market order une fois que le prix est atteint. Donc si on reprend ce schéma ici, pour le stop order, vous avez le buy stop et le sell stop.
Concernant ici le buy stop, il se placera au-dessus du prix actuel. Si le prix vient chercher ce niveau de buy stop, à ce moment-là, ce buy stop deviendra un market order et donc vous serez positionné à l'achat à partir de ce niveau ici. À l'inverse, pour un sell stop, il se place sous le niveau du prix actuel et lorsqu'il est cherché, à ce moment-là, ce sell stop deviendra un sell market order. Donc vous serez positionné à la vente à partir de ce moment-là. Maintenant, voyons voir les trois ordres différents sur un exemple global. C'est là que vous allez tout comprendre. Reprenons ce schéma ici. Le prix actuel est juste là et vous venez d'ouvrir un buy market order, donc un contrat à l'achat. Vous êtes donc en position ici. Il va maintenant falloir placer le stop loss et le TP avec des contrats futurs. Sauf que sur futur, c'est pas aussi simple car il n'y a pas écrit stop loss ou TP sur toutes les plateformes. Donc il ne faut pas se tromper d'ordre lorsque vous placez votre stop loss et votre TP au risque de vous retrouver avec un contrat en plus alors que vous étiez censé fermer le trade. En cas d'achat, votre TP, donc au-dessus du prix actuel, sera donc un sell limit à la vente, donc moins un contrat sell limit. Car comme la définition le dit, la condition est de vendre un contrat si ce prix est atteint. Si vous avez acheté un contrat ici, il faudra bien penser à mettre un contrat là. Bref, pensez à bien comparer les contrats que vous avez. Et pour le stop loss, donc en dessous du prix actuel, ce sera donc un sell stop. C'est-à-dire que si vous avez acheté, mais que le prix part finalement à la baisse et vient chercher ce sell stop, alors à ce moment-là, un ordre de vente au marché sera exécuté, un sell market order, ce qui va donc annuler votre buy market order. Et donc, vous serez flat, mais vous aurez perdu de l'argent. Ça, c'est lorsque vous achetez. Si vous shortez à ce moment-là, que vous visez ce niveau de TP avec ce niveau de stop loss, votre ordre pour constituer le TP sera donc un buy limit, car si le prix est cherché ici, la condition pour ce type d'ordre est d'exécuter un achat, et c'est bien un achat qu'il faut exécuter ici puisque vous êtes short là et que vous avez misé sur la baisse. Et pour le stop loss, si vous avez shorté mais que le prix monte finalement, c'est un buy stop qu'il faudra mettre pour votre stop loss, car lorsque le prix arrivera sur ce niveau de buy stop, ce buy stop se transformera en ordre d'achat au marché, ce qui annulera donc votre ordre au marché de vente. C'est toujours la même chose en fonction du sens dans lequel vous êtes. N'hésitez pas à l'apprendre par cœur et à vous entraîner sur un compte démo par exemple. Vous verrez que la mécanique est assez simple et rapide à apprendre. Nous rentrerons encore plus en détail dans les différents aspects du trading sur futur lorsque nous aborderons les différences avec le trading CFD dont je parlais tout à l'heure. En attendant, je pense que cette vidéo est déjà assez complète. J'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu malgré le fait qu'elle ne traite pas spécifiquement des concepts ICT. Mais on trouvait que c'était important d'en parler et puis c'est toujours bien pour la culture boursière. Pensez à liker et à laisser un petit commentaire, surtout pour qu'on puisse savoir si ce type de vidéo vous plaît. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.